Bonjour, bonjour à tous. Coucou, super. Très bien, il y a des gens. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour, ça va? Ça va, Eleonora, Sophia, Lydia, Adriane. Super, beaucoup de monde. Kinga. Parfait, parfait, parfait. Bonjour à vous. Prenez place, installez-vous. On va bientôt commencer le webinaire. Bonjour de Lublin, bonjour de Szczecin, pardon. Super, très bien, très bien. Bonjour à vous. Voilà, prenez place. Le webinaire va bientôt commencer. Euh, bonjour Agnieszka, bonjour Anna, bonjour, bonjour Viesłava, bonjour Robert. Très bien, super. Bonjour à tout le monde. Voilà, j'ai dit, on attend encore quelques temps avant de commencer le webinaire. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Bonjour de Poznan, bonjour Thomas, super. Bonjour. Parlons un petit peu avant de commencer, d'accord? Je vois qu'il y a beaucoup de gens sur le chat. On peut un peu on peut un peu parler, pardon. Comment ça va? Quels sont... Discutons juste un tout petit peu pendant 2-3 minutes. Après, on va commencer le webinaire, d'accord? Quels sont vos plans pour ce week-end? Quels sont vos plans pour ce week-end? Et aussi, autre question, est-ce que vous êtes triste que l'hiver soit fini? Bonjour Sandra, bonjour Edita, bonjour Thomas. Très bien, je suis content, il y a beaucoup de monde. Eleonora, pas du tout. Très bien, très bien, très bien. Eleonora, tu as pas du tout de plan ou tu n'es pas du tout triste? Bonjour Claudia. Bonjour. Pour les personnes qui viennent d'arriver, on discute juste un tout petit peu, encore un peu, 1 minute. Je parle un peu avec vous sur le chat et après on commence. Patricia va faire de l'escalade. Super, très bien, très bien, très bien. Bonjour à tous. Du vélo, ok. J'imagine que beaucoup de monde, donc il y a beaucoup de monde qui viennent de différentes villes de Pologne. J'imagine que le temps est beau chez vous, dans votre ville. J'espère. À Varsovie, il fait très beau. Vous pouvez voir ici. Hop. Un beau soleil. On a un très beau soleil, donc on va profiter. Promenade. Je suis très content pour le printemps, bien sûr. Le printemps est là, alors on est heureux. On est heureux du printemps, je ne sais pas. Ah oui, c'est le changement d'heure aussi. Il faut faire attention au changement d'heure. C'est un peu compliqué pour tout le monde. Le franglais, exactement, Victor, on va parler de ça aujourd'hui. L'apprentissage français, très bien, bravo, bravo, bravo. Le ponglish, exactement. Le ponglish, ça, j'imagine que ça existe aussi, ça doit être intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire avec ça. Il y a beaucoup de choses. Alors, on va commencer. Je vois des personnes qui écrivent et après, on va tout de suite commencer. Je vais vous expliquer, d'accord? Allons-y. D'accord? On va commencer. Regardez. Alors, bienvenue donc dans ce petit webinaire. À quel niveau, bien sûr, ouais, quel niveau de français est-ce que c'est débutant? Est-ce que c'est avancé? Alors, bienvenue dans ce petit webinaire. Donc, on va parler, de la connexion entre le français et l'anglais. Vous allez voir, c'est un thème en fait qui est vraiment, je trouve, très intéressant et j'espère qu'il va être intéressant pour vous aussi. En fait, il y aura beaucoup de petites anecdotes sur l'étymologie des mots, sur la connexion des mots français et anglais. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses très intéressantes, en fait, vraiment. Donc, voilà, je vais essayer d'être simple, je vais essayer d'être précis, et voilà. Je pense vraiment que ça peut être un webinaire intéressant pour vous, vraiment. B1, ah, vous avez fait une pause d'1 an au niveau B1. Ok, très bien. Alors, bonne chance, Evelina. Regardez, je vais vous expliquer, je vous explique juste rapidement ce qu'on va faire en général, d'accord? Après, je vous parle un petit peu de petites choses sur le webinaire, sur le déroulement, sur l'organisation du webinaire, et après, on commence.
Et Anne, Rana, mon plan pour le week-end, simplement profiter du beau temps. C'est un excellent plan. Il faut profiter du beau temps. On ne sait jamais quand il va partir ici. Alors, regardez, très rapidement, juste le résumé, le programme ici. On a les faits généraux. Je vais un peu parler de l'histoire, en fait. Pourquoi il y a cette histoire pourquoi il y a cette connexion entre le français et l'anglais. On doit parler un peu de l'histoire, d'accord? Je vais un peu parler de l'histoire, juste quelques slides, quelques petits diapos. Après, on aura un jeu. Quels mots sont d'origine française? Ça veut dire que je vais vous montrer plusieurs choix, plusieurs possibilités, et vous devez dire dans le chat quel est le mot d'origine française. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Il y aura beaucoup d'anecdotes encore à dire sur ça. Ensuite, j'ai des étymologies incroyables à vous raconter. Encore une fois, ce sont des anecdotes intéressantes. Et on a des faux amis et des anglicismes dont on va parler à la fin. Voilà pour le programme en général. Une dernière chose. Alors, je dois vous dire deux choses avant de commencer. On va commencer, mais juste deux petites choses. D'abord, donc, il y a beaucoup d'anecdotes dans ce live. Je vais vous demander, si vous connaissez les anecdotes, je vais vous demander, attention, de ne pas spoiler dans le chat, de ne pas spoiler, de ne pas gâcher. Prochainier spoilerować dans le chat. Si vous connaissez déjà l'histoire, attendez avant d'écrire quelque chose. Ça peut, comme ça, la surprise est intéressante pour tout le monde. Et aussi, je vais prononcer des mots. Donc, en français, ça va, mais je vais prononcer des mots en polonais, je vais prononcer des mots en anglais. Donc, mon accent n'est pas incroyable, bien sûr, en polonais et en anglais. Donc, voilà, je vais essayer d'utiliser mon plus bel accent anglais et mon plus bel accent polonais pour vous expliquer. Ok, je crois qu'on peut y aller. Allons-y. On y va. Alors, rapidement, donc voilà, là, vous allez avoir les faits généraux. Donc, on va parler un petit peu d'histoire. Je vais être rapide, je vais essayer d'être intéressant et je vais essayer d'être simple ici. Je vais essayer d'être simple. Alors, d'abord, en général, juste rapidement, une langue, qu'est-ce que c'est? Une langue, je parle de ça parce que c'est important pour la connexion entre le français et l'anglais. D'abord, juste en général, une langue, qu'est-ce que c'est? C'est un système de sons qui évolue. Bien sûr, on a des langues qui disparaissent, bien sûr, c'est possible, c'est normal, parce que les personnes qui parlent n'existent plus, sont remplacées. Il y a des langues qui sont remplacées par d'autres, bien sûr, et il y a aussi des langues qui changent en utilisant des mots d'autres langues. Donc, ça existe avec beaucoup de langues, bien sûr. Je suis sûr que, bien sûr, ça existe avec le polonais, ça existe avec le français. Mais nous, on va parler d'une langue assez intéressante. Avec ça, on va parler de l'anglais. Regardez, j'ai une première question pour vous. Alors, dans chaque langue, il y a des mots d'origine différente ici. Là, on a un chercheur du XXe siècle, un chercheur américain qui a travaillé sur la langue anglaise et il donne la part, le pourcentage, vous voyez, on a le pourcentage de mots qui viennent dans la langue anglaise, le pourcentage de mots qui viennent du latin. D'après ce chercheur, il y a 15% de mots qui viennent du latin. Il y a 11% d'origines différentes. Norrois, c'est une vieille langue viking, néerlandais et d'autres langues. Et question pour vous, d'après ce chercheur, quel peut être le pourcentage de mots d'origine française dans la langue anglaise? Est-ce que vous avez une idée, peut-être, un pourcentage en général? 50, environ 30. Bonjour Anna, bonjour à vous, prenez place. 30, 40% de français, 30, 20, 38, très précis, 38, 60. Ok, très bien, vous voyez, il y a plein de choses un peu différentes. Alors, vous allez voir, d'après ce chercheur, donc c'est important, c'est ce chercheur qui a fait une étude, 40% pour le français, Alexandra, ok. C'est cette personne qui a fait une étude. Et cette personne,
donc qui est importante. C'est pas quelqu'un qui est critiqué beaucoup. Voilà, c'est pas un zinzin, c'est pas un fou. Bien sûr, c'est un chercheur. D'après cette personne, c'est 41%. Donc, c'est incroyable. En fait, c'est une langue. L'anglais, vous savez, c'est une langue d'origine germanique, d'accord. L'origine, c'est pas une langue latine comme le français, c'est une langue germanique. C'est son origine, mais c'est une langue germanique avec, d'après ce chercheur, plus de mots d'origine latine avec le français et le latin que de mots germaniques ici. Voilà, donc ça déjà, c'est un fait incroyable. Je crois qu'en Europe, je ne suis pas sûr à 100%, donc je crois qu'en Europe, c'est un fait assez original. Peut-être que vous avez une idée pour d'autres langues qui ont aussi beaucoup de mots d'autres origines en Europe. Je sais que dans le monde, il y a d'autres langues qui sont comme ça. Je sais par exemple que pour le japonais, il y a beaucoup de mots qui sont d'origine chinoise, d'accord? Mais pour l'anglais, c'est vraiment incroyable. C'est ça. Alors, voilà, vous pouvez écrire dans le chat si vous avez une idée de langue qui utilise beaucoup d'autres mots. Mais une chose intéressante, juste avant de continuer, c'est que, d'abord, je vous ai parlé de ce chercheur, ok. En fait, en réalité, vous allez voir sur Internet, il y a différents résultats. Il y a des gens qui disent que c'est 30% de français, d'autres que c'est même 25% de français, j'ai vu. En fait, c'est difficile de savoir exactement, d'abord, combien il y a de mots dans une langue. Okay. Est-ce qu'on utilise les anciens mots, les très anciens mots, voilà. Combien il y a de variantes de mots dans la langue. Par exemple, avec l'anglais, vous savez, on a les infinitifs et les noms, les substantifs qui sont les mêmes. Par exemple, je ne sais pas, on a to, je sais pas, pose, oppose, to pose, voilà, ce genre de choses, silence to silence, etc., etc. Est-ce que ce sont deux mots différents? Bref, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles pour savoir combien il y a de mots dans la langue et quel est le pourcentage. Alors, voilà, ça va. On va continuer. On va avoir quelques petites présentations historiques ici. D'accord? On va avoir quelques petites présentations historiques très rapides. Je vais essayer d'être simple. Et on va parler d'un élément très important pour comprendre la suite. D'accord? Ça va juste être 5 petites minutes d'histoire. D'accord? Mais c'est intéressant. Ça va vraiment être utile. Regardez, très rapidement. Avant, donc à partir du 5e siècle, après la fin de l'Empire romain, il y a eu donc avant la fin de l'Empire romain, il y avait dans l'actuelle île britannique, dans l'actuelle Angleterre, il y avait des Celtes qui parlaient une langue celte. Ok, des Celtes qui parlaient une langue celtique. Ok. Après la fin de l'Empire romain, il y a eu les invasions des Saxons. Vous avez peut-être que voilà, vous connaissez déjà cette histoire, ou peut-être que vous avez entendu ce mot, saxon. Voilà, c'est des tribus qui viennent de l'actuel nord d'Allemagne, Danemark, etc., voilà, qui sont venus. Donc, ces saxons sont venus et ont influencé la langue. Ils ont créé avec le temps le vieil anglais. D'accord. Donc, le vieil anglais, c'est une langue d'origine germanique, d'accord. C'est les Saxons qui l'ont amené à partir du 5e siècle dans l'actuelle Angleterre, ok. Et la langue anglaise a remplacé la langue celte, pour faire simple. On a cette chose. Donc voilà, du 5e siècle et pendant 5-6 siècles, la langue anglaise, le vieil anglais, va se créer. Okay. Maintenant, regardez, une chose très très importante pour l'histoire de ce webinaire, pour l'histoire de l'Angleterre, du Royaume-Uni, même de la France, un élément très très important historique qui s'est passé, c'est celui-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, au XIe siècle, il y a eu la conquête normande de l'Angleterre. Il y a eu Guillaume le Conquérant, le duc de Normandie, qui a conquis l'Angleterre. Ok. Il a conquis, Guillaume était un duc de Normandie,
une partie de France historique qui existe encore aujourd'hui en France. En France, vous connaissez peut-être la Normandie. Peut-être que vous aimez les vacances là-bas, vous avez été en vacances là-bas. La région s'appelle encore la Normandie. Et cette personne, Guillaume le Conquérant, c'est un duc de Normandie qui a envahi l'Angleterre et qui est devenu roi d'Angleterre. Okay. Qu'est-ce qui se passe? La chose importante, c'est que Guillaume le Conquérant, c'est un duc. Donc, pour faire simple, il travaille pour le roi français, pour faire simple, d'accord? C'est un duc qui parle français, en fait. Pas exactement le français de, par exemple, Paris, de la région parisienne, bien sûr, à cette époque. Un aspect un peu local, une langue un peu modifiée avec des particularités locales, d'accord? Mais qui ressemble très fortement au français. Donc, cette personne va conquérir l'Angleterre, il va être roi de l'Angleterre et la langue française va jouer un rôle très très important. Je vais vous montrer comment le français a joué un rôle important, mais juste avant, un petit élément un petit peu intéressant avec l'étymologie. Donc peut-être que vous connaissez la Normandie. Je vous ai dit, région qui existe toujours, etc. etc. J'ai une question pour vous. Vous voyez ici en bleu, j'ai écrit une question. Est-ce que vous connaissez l'étymologie du mot Normandie? C'est-à-dire, quel est le sens du mot Normandie? Le mot Normandie a un sens. Vous avez peut-être une idée? Entendu. Ah, c'est bien, super. Donc, il y a des choses assez intéressantes à dire. Donc ça, ouais. Ok, on a un historien, Thomas, vous avez raison. Constantia, ouais, pas mal. Gare du Nord. Ah, Jean du Nord, exactement. J'ai cru Gare du Nord. Exactement, ouais, vous avez trouvé. Vous avez trouvé cette chose. C'est ça la logique. En fait, c'est un mot en fait d'origine un peu germanique. Ça veut donc vous connaissez peut-être cette petite formule donc qui existe encore en anglais et un peu qu'on retrouve dans les langues germaniques. Homme, man et nord. Donc dans certaines langues, par exemple en allemand c'est je crois Norden. Dans beaucoup de langues on a donc en anglais north, en français nord. Donc en fait c'est littéralement la région des hommes du nord. Pourquoi ce mot? Pourquoi le mot man? Parce que la Normandie a été aussi avant conquise par les Vikings, les hommes du Nord. Voilà. Donc c'est l'étymologie de ce mot, cette région voilà qui existe encore actuelle. Le mot vient de ça. Ça vient d'une conquête des Vikings. Ici, les hommes du Nord. Exactement. Les hommes du Nord. Ok, donc pour faire très simple, cette personne, donc la conquête normande de l'Angleterre, Guillaume le Conquérant devient roi d'Angleterre et il se passe quelque chose avec la langue. Qu'est-ce qu'il se passe? Ça, c'est une bonne idée, je ne sais pas. Comment ils appelaient la région avant? Je ne sais pas malheureusement, je ne peux pas te dire. C'est une bonne question, mais je n'ai pas la réponse. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec la langue? Avec la langue, il va se passer cette chose. Le roi, il va avoir deux aspects avec la langue française. Premier aspect, donc l'élite d'Angleterre, qui est conquise par les Normands, va parler français. Ça va être la langue de l'élite en Angleterre. Donc du duc, donc du roi, et de toute de la noblesse de l'élite là-bas. Ils vont parler le français normand. Ils vont parler le français normand. Comme en Normandie, ça va être la même langue qui va être importée et parlée par l'élite. Première chose. Deuxième chose, donc ça c'est, je vous parle de la conquête qui se passe au XIe siècle. Pendant plusieurs siècles, la langue anglaise, donc qui n'est plus parlée par les élites, mais qui est parlée par les gens normaux, la langue anglaise va être fortement influencée par des mots français qui vont venir et qui vont remplacer beaucoup de mots du vieil anglais. Donc on a l'élite qui parle français normand et le français qui va commencer à
remplacer beaucoup de mots anglais, du vieil anglais. C'est ça. Voilà, la chose, on va dire, importante qui va expliquer beaucoup d'éléments. Et c'est le premier, c'est pas le seul, mais c'est le premier événement qui se passe sur plusieurs siècles, qui explique pourquoi il y a beaucoup de mots français dans la langue anglaise. Ça date du XIe siècle, en fait. Alors, regardez, je vais vous montrer une petite chose, un petit exemple de l'influence du français sur l'anglais. Par exemple, avec les élites. Regardez, un truc assez intéressant ici. Ok, là, sur le diapo, vous avez cette chose. Vous avez les armoiries, c'est le nom, le dessin. Vous voyez l'espèce de dessin royal. Donc, c'est l'armoirie royale. Je crois qu'en polonais, c'est herb. Je crois que c'est ça. Donc, le dessin royal. Si vous regardez le dessin, il y a marqué quelque chose en bas. Il y a marqué une phrase, et cette phrase, vous comprenez, vous voyez, c'est pas de l'anglais, c'est du français. Cette phrase, c'est la devise, donc on va dire la phrase officielle de la monarchie anglaise. Encore maintenant. Voilà, je vous ai dit, les élites, les rois anglais parlaient français. Encore maintenant, c'est la phrase, on va dire, donc la devise. Vous comprenez, peut-être c'est le même mot en polonais, je ne sais pas, mais la phrase officielle, on peut dire, de la monarchie anglaise. Et c'est incroyable parce que si vous avez, si vous connaissez des citoyens du Royaume-Uni, sur le passeport, vous avez encore l'armoirie avec la petite phrase en français, ici. Vous avez une phrase en français ici. Alors, regardez, peut-être c'est une phrase en français assez simple. Peut-être que vous avez une idée comment vous pouvez traduire cette phrase en polonais. Dieu est mon droit. Est-ce que vous avez une idée comment on peut la traduire en polonais? Parfait, Patricia, super. Si c'est des choses intéressantes, c'est super. Il y a après d'autres choses intéressantes. Exactement. Bravo à vous tous. Ah, ok, ouais, littéralement. Très bien, bravo à vous. Bravo à vous. Super. Alors, Monica a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit quelque chose de très intéressant. En fait, vous avez raison. Voilà, vous avez et. Vous savez que c'est comme comme i en polonais, d'accord? Dieu est mon droit. Mais il y a une petite chose aussi qui est intéressante, c'est que bien sûr c'était de l'ancien français, d'accord? C'est de l'ancien français. Donc, les mots ont aussi changé avec le temps. Et aujourd'hui, moi, j'ai fait des recherches, mais je ne sais pas, les chercheurs ne sont pas sûrs si c'était en fait Dieu est mon droit ou en français moderne, Dieu est mon droit. Donc voilà, si on prend littéralement la chose, normalement c'est Dieu est mon droit, donc Bóg i moje prawo. Mais ça peut être peut-être la réponse de Monica aussi. C'est possible. On n'est pas sûr. Une autre petite chose que vous voyez aussi qui est intéressante, là vous le voyez, c'est un peu plus difficile à voir, mais en fait il y a une autre phrase en français. Plus difficile, beaucoup plus difficile. Une phrase qui est cachée par le lion et par le cheval. C'est une autre petite phrase ici. La phrase, vous l'avez ici, plus clairement en français. Donc c'est aussi une phrase en français. C'est une phrase, c'est une syntaxe qui est un peu vieille. Aujourd'hui, en français moderne, on n'utilise pas exactement cette syntaxe. Je voulais remplacer. C'est donc en français, si on utilise le mot oni, on peut dire oni soit celui qui y pense mal. C'est une traduction moderne, un peu de la phrase en français. Et une traduction encore plus moderne avec le mot honte à la place de oni. Honte à celui qui y pense mal. Ça veut dire en polonais wstyd temu, kto o tym źle myśli, je pense. Quelque chose comme ça. Avec honte à celui. Wstyd temu. Rapidement, très rapidement, c'est aussi une sorte de devise des chevaliers, d'un ordre de chevaliers important
dans la monarchie britannique. Donc voilà, on a deux devises qui sont en français sur le passeport. Ici, qui sont encore en français sur le passeport. Alors, on a bientôt terminé la petite partie historique, d'accord? Je fais juste un petit résumé très rapide et après, je vais commencer avec des questions assez intéressantes. Vous allez voir, on va avoir plein de petites anecdotes assez intéressantes sur ça, d'accord? Regardez très rapidement le petit résumé historique. Quelques petites choses intéressantes. Alors, donc, au XIe siècle, conquête normande, le français est parlé dans les élites et commence à influencer grandement l'anglais. Ok. À la fin de donc pendant plusieurs siècles, il y a cet état avec le français qui est encore parlé par les élites, le français qui influence la langue anglaise, et vers la fin d'une guerre importante dans l'histoire de la France et de l'Angleterre, une guerre assez importante, peut-être que vous connaissez, voilà, c'est parce que c'est une guerre importante dans l'histoire des deux pays, la guerre de 100 ans. Exactement. Et voilà. Donc vous avez les deux choses ici, Victor. Donc voilà, on ne sait pas. Moi, j'ai fait des recherches. Je ne sais pas si c'est et ou si c'est l'ancien français. Est-ce que c'est est. Donc voilà, je disais, il y a une guerre importante. À la fin de cette guerre, l'élite Angleterre va arrêter plus ou moins de parler français, pour faire simple. Okay. C'est une guerre très importante. Vous savez, peut-être vous avez entendu parler, c'est une figure historique française très importante. C'est dans cette guerre où il y a eu Jeanne d'Arc, où Jeanne d'Arc a joué un rôle contre les Anglais, justement. Voilà, donc à la fin, donc vers le 15e siècle, donc vous voyez, 15e siècle à la fin, 15e, à la fin de la guerre de 100 ans, donc l'élite arrête de parler français plus ou moins, mais il va encore avoir après ça influence du latin un peu. À partir du 16e siècle, du 14e siècle, vous avez du 15e siècle, vous avez plus ou moins la Renaissance qui arrive. Donc on devient fou dans l'Europe, on devient fou de latin et on prend des mots d'origine grecque et latine. Et il va encore avoir pendant le siècle des Lumières, donc j'ai mis en polonais Wiek Oświecenia. Vous allez encore avoir une petite influence du français, il va encore avoir d'autres mots français qui vont apparaître dans la langue anglaise. Voilà, ok, merci Victor pour les petits éléments d'histoire supplémentaire. Enfin, je pense qu'il y a aussi, peut-être qu'il y a un webinaire intéressant à faire sur ça. Ça peut être intéressant. Alors regardez, maintenant, on va jouer, d'accord? On va jouer. Je vous donne 4 mots. Je vous demande d'essayer de trouver, vous devez deviner, Zagadach, quel est le mot d'origine française? Regardez. Vous avez plusieurs possibilités ici. Donc, vous avez en anglais school, szkoła, źródło, ok? Hospital, szpital, king, król. Très bien, très bien. Donc, beaucoup pour hospital, school, un peu de school, hospital. Hospital, très bien. Hospital, ok, très bien. Très bien. Très bien. D'ailleurs, peut-être que j'ai pensé quand j'ai fait ça, vu que le mot king et król, c'est un peu pareil, peut-être qu'il y a une origine aussi pour le mot polonais, peut-être germanique, je ne sais pas. Peut-être que vous savez, vous connaissez l'origine du mot król en, en polonais. Alors, vous avez raison, bravo tout le monde, bien sûr, c'est le mot, donc en anglais, hospital. Ok. Alors, est-ce que vous avez une idée? Là, regardez. Donc, j'ai mis la réponse, c'est bien sûr hôpital en français, un hôpital, et en anglais, on a hospital. Il y a un petit élément dans le mot français qui est intéressant et qui peut vous aider pour savoir que ce mot a une connexion avec l'anglais. Est-ce que vous avez une idée de ce petit élément?
Ouais, exactement. Vous avez trouvé, pour la plupart des personnes, vous avez trouvé la réponse. En fait, c'est ce petit accent ici. Donc, vous avez trouvé le nom, l'accent, le nom officiel, c'est circonflexe. Vous pouvez l'appeler l'accent chapeau. C'est les enfants qui l'appellent comme ça, l'accent chapeau. Alors là, c'est très intéressant. Regardez, regardez, regardez. En fait, il y a les mots avant, pour faire simple, en ancien français, avant, il n'y avait pas l'accent circonflexe. Quand il y a eu l'invasion normande, les accents circonflexes n'existaient pas dans la langue française. Après, avec le temps, on a remplacé les voyelles qui s'utilisent avec S, comme IS, US, OS. On a remplacé certains diagrammes IS, US, OS, AS avec juste la voyelle avec l'accent. IS, on l'a remplacé par exemple avec I, accent circonflexe. Regardez, est-ce que vous connaissez d'autres mots en anglais, exactement comme Eleonora? Est-ce que vous connaissez d'autres mots en anglais qui utilisent l'accent, qui utilisent une voyelle et un S, et en français, il y a l'accent circonflexe. Eleonora a trouvé, elle a mis donc forêt en français, forest. Très bien, et là, super, très bonne idée. Île, donc isle, island, exactement. Tempête, tempeste. Super, bravo. Bravo, bravo. Bravo, super. Très, très bonnes idées. Donc voilà, vous voyez, en fait, c'est assez intéressant. C'est quand le français est arrivé en Angleterre, euh, l'accent circonflexe n'existait pas. Donc, ils ont gardé, les mots anglais ont gardé pour beaucoup l'orthographe originale avec un S, et en français, on a remplacé beaucoup de mots. On a bien sûr hôtel, vous savez, il y a aussi le petit accent circonflexe. En fait, hôtel, hostel. Aujourd'hui, ça n'a pas le même sens, mais l'origine est française, et donc on a hostel. Côte, coast, ok. Même on a pat, paste, chasto, normalement, si je ne me trompe pas, c'est ça en polonais. Même pour beast, ok, ça vient de bête, et on a cette petite chose avec le S ici. Ok. Ah ouais, pas mal. En fait, attendez, château, ça s'écrit avec l'accent, bien sûr. Bien sûr, ouais. Bien sûr, bien sûr. Très bien, je n'y ai pas pensé. Super. Euh, regardez, on va continuer. On va continuer. Regardez, autre chose. Peut-être un peu plus difficile. Donc on a house, dom, to brush, szczotkować, investigate, zbadać, time, czas. Alors, Eleonora, investigate. Mhm, 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 mhm. Alors, vous, bien sûr, vous ne gagnez pas de millions, bien sûr. Vous pouvez essayer, même si vous n'êtes pas sûr. Eleonora, time, 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 temps. Ouais, c'est vrai que ça ressemble. Time, temps, investigate. En effet, en effet. Brush, brush. Ouais, pas mal de choses. En fait, regardez, la réponse ici, c'est celle-là, brosse. Brosse. Brush, brosse. Je vais expliquer pourquoi on a ce son différent. Je vais vous l'expliquer. Il y a plusieurs choses ici à expliquer qui est intéressant. Regardez, d'abord, ouais, on a le mot, on a le mot, en fait, dans cette liste, c'est intéressant parce que vous avez deux mots d'origine latine, pas français, mais qui sont d'origine latine directement en anglais, sans le passage avec le français. Vous avez investigate, et en français, on a le verbe investiguer. Ça existe. Ça existe. Mais il est passé directement du latin à l'anglais. Comment vous pouvez savoir ça? En fait, il y a beaucoup de mots, pas toujours. Des fois, les linguistes anglais ont fait ça avec les mots d'origine française. Mais il y a beaucoup de mots d'origine latine pour créer des verbes
avec ces mots, pour créer des verbes avec ces mots, d'origine latine, on a ajouté le suffixe ate. Et en fait, beaucoup de verbes, comme par exemple, je ne sais pas, create. Ok, on a créé en français, on a create en anglais. On pense que peut-être qu'ils ont pris le mot français, mais non, en fait, ça vient du latin, et ils ont mis le petit suffixe ate ici. Et ça, pour la majorité, pour beaucoup, pas la majorité, je ne sais pas, mais pour beaucoup de mots en latin, pour beaucoup de mots d'origine latine, en fait, quand ils l'ont mis en anglais, ils ont ajouté le suffixe ate. Pareil, en français, on a le mot générer, on a le verbe générer, generate aussi en anglais, mais ça vient du latin, en fait. C'est ça. Victor, non, le français, pour une énorme part, vient du latin. Donc, quand je dis des mots anglais d'origine latine, ça veut dire que qui ont été transposés du latin à l'anglais sans le passage par le français. Mais le français en lui-même, le français est presque à 90% vient du latin. Il n'y a presque aucun mot d'avant le latin dans la langue française. Presque aucun mot, par exemple. Il y a quelques mots, bien sûr, d'origine espagnol, arabe, etc., etc. Donc voilà, vous avez ça. Et là, regardez rapidement, donc brosser. Vous avez connaissez la brosse à dents, voilà, c'est la même chose, to brush. Un petit détail juste qui est intéressant. Dans beaucoup de mots en français avec deux S, on va prononcer le son S. En anglais, ça s'est transformé, on aura le son ch. Vous avez cette chose ici avec, par exemple, le verbe polisser en français, donc polish pas la personne, mais le verbe. Donc polisser, to polish. Embellissement en français, embellishment. On a le mot tissu en français, en anglais c'est tissue. On a même des mots qui gardent le 2S en anglais, mais qui ont le son ch. Assurance en français, assurance en anglais. Donc voilà, on a les deux S souvent qui utilisent un peu le son, pas toujours, mais on a un peu cette chose qui est apparue, cette prononciation particulière qui est apparue avec le temps. Ok, on a encore deux. Allons-y, je vais essayer d'être et intéressant. Regardez, celui-là, ça aussi c'est intéressant. Celui-là est difficile. Langue, pardon. Długi. Basket Koshik, Drive Prowadzic et High Wysoki. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Ok, alors, un petit détail ici. Donc, moi, désolé, je crois que je me suis trompé. J'ai mis long. Je crois qu'il est aussi d'origine française, malheureusement. Je me suis trompé. Mais en fait, je ne voulais pas parler de long. Vous avez raison, je crois. C'est une erreur de ma part. Je crois que long est aussi d'origine française. Normalement. Mais moi, je voulais parler de ce mot, en fait, du mot basket. Ça, c'est intéressant parce que le mot basket n'existe pas en français. Il n'existe pas. On a le mot panier. Mais, en fait, c'est le mot basket vient d'un mot particulier, un vocabulaire spécifique à l'ancien normand, à la langue normande. Ce mot a disparu aujourd'hui. Les Normands n'utilisent plus un mot qui ressemble à basket, mais c'était un mot particulier lié à cette région, en fait. Les gens ne sont pas sûrs sur le mot exact. Il a peut-être changé avec le temps, mais c'était un mot d'origine normande. On avait donc quelque chose qui pouvait peut-être se prononcer comme bachet, basca, ou même peut-être déjà basket, peut-être à la base. Mais donc ça vient en fait d'un mot spécifique normand ici. Donc c'est assez intéressant parce que même quand vous pensez au sport maintenant, au basketball, ben en fait, même le sport en fait vient à l'étymologie du mot, ça vient d'un mot normand, vous voyez. Donc c'est assez intéressant. Voilà pour cette chose. Et je pense donc, oui, sûrement que long, excusez-moi, long, ça doit sûrement être aussi d'origine française. On va finir avec le dernier aussi, celui-là est vraiment très intéressant. À chaque fois je dis ça, mais celui-là, j'aime vraiment beaucoup. Regardez. Donc on a anger, gniew, milk, mleko, war, wojna, finger, pallets. Alors, qu'est-ce que vous pensez?
Constantia, anger, anger, anger. Ok. Ok, ok, ok. Pas mal. Ok, d'accord, très bien. Tout le monde se met d'accord sur ça. Alors, regardez. C'est pour ça que j'aime beaucoup celui-là. C'est pas anger, mais c'est war. Et là, ça va être un truc assez intéressant que je vais vous expliquer. Donc, je vous ai dit, Normandie. Un vocabulaire des fois un peu spécifique, qui utilise des mots différents, et surtout aussi, attention, un accent spécifique. Il y a longtemps, à l'époque, au XIe siècle, aujourd'hui, maintenant, en Normandie, l'accent normand n'est plus du tout comme ça. Mais à l'époque, il y avait une prononciation un peu particulière. Regardez, c'est quelque chose d'assez intéressant. En fait, à l'époque, dans cette région, dans la langue spécifique, ici, les mots qui commençaient par, donc en français, noté G ou G, étaient prononcés WE. Ouais. Et donc, c'est assez incroyable, mais même d'autres mots, en fait, qui en anglais qui commencent avec un W, en fait, ils ont changé, ils ont adapté l'écriture, mais en fait, ils viennent de mots français qui étaient prononcés spécifiquement en Normandie, prononcés WE, mais qui, en français, sont prononcés G. Vous voyez? Là, vous avez d'autres exemples. Vous avez donc war vient du mot guerre, prononcé were peut-être, quelque chose comme ça, et qui s'est un peu modifié avec le temps. Mais ça vient d'un mot français. Ça vient d'une prononciation particulière de la région normande. On a ça avec d'autres mots, regardez, ça c'est incroyable, mais même le mot warrior en anglais, ben, il vient du mot guerrier en français, parce qu'on a le g, si vous remplacez g avec wo, warrior et warrior, ça ressemble un peu, d'accord? Pareil que le mot en français, on a un mot garant, warrant. On a, regardez le mot waste que vous connaissez, ça vient d'un mot en français. Ça, celui-là, il est très intéressant. Regardez, vous avez un combo. Donc, on a waste, W-A-S. En français, ça vient de gâter. Donc, on a le A accent circonflexe qui remplace le AS. Celui-là, il est vraiment incroyable. Gâter avec l'accent circonflexe pour waste. Voilà. Voilà pour ce petit élément. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire. Si vous avez des petites questions, je peux essayer de répondre rapidement. Je ne sais pas tout, bien sûr, mais voilà. C'est des petits éléments aussi que vous pouvez vérifier, même sur Internet. Il y a des sources assez simples. Vous pouvez voir l'étymologie de certains mots. Vous verrez ces choses incroyables. Un petit détail ici, avant de partir. Un petit détail ici, le prénom. Vous connaissez le prénom William en anglais, bien sûr. Ça vient en fait de la prononciation particulière normande du mot Guillaume. On a un prénom en français, Guillaume, okay, qu'on utilise toujours, qui est très commun. On a William aussi, qui est utilisé de la même façon, ici. Voilà, ok. Alors, voilà pour ces petites choses. Je vous dis encore, si vous voulez écrire, poser des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer d'accélérer, je vais essayer... alors, Patricia, rapidement l'explication pour waste. Donc, en français, c'est gâté, maintenant. On a gâté. Prononciation normande, le G se prononce W. Donc, c'est ça. C'est l'ancien mot, c'est le tout ancien mot en normand, c'est gasté. D'accord? Gasté. Prononciation, ça devient wo, wasté. Et après, AS, ça devient un accent circonflexe ici. Vous voyez l'évolution du mot? Alors, regardez, un petit élément maintenant. Je vais passer à quelques petites histoires assez incroyables. On a des étymologies assez incroyables de certains mots. Je vais essayer d'être assez rapide à la fin. Malheureusement, on a un tout petit peu de temps. Il reste juste un tout petit peu de temps pour les anglicismes et pour les faux amis. On va essayer d'être rapide pour les anglicismes. Mais pour les étymologies, je vais essayer de vous expliquer ces choses assez incroyables. Pareil, il y a des histoires peut-être qui sont connues. Je vous demande, si vous connaissez, de ne pas gâcher
de ne pas gâcher la surprise dans le chat, de ne pas spoiler, si vous connaissez la réponse. Plusieurs petites histoires. La première, qui est très intéressante, je trouve, ici. Alors, j'ai une question d'abord à vous poser. Regardez, est-ce que vous savez, en français, quel mot on utilise quand on a un objet, un téléphone, on tend l'objet et on veut que la personne prenne l'objet. Normalement, on dit un mot. On dit on ne dit pas passer. On ne dit pas passer. J'ai un objet, je donne par exemple l'objet à Alexandra, je dis ouais, on a ces petits mots, exactement. On a ces mots. Ouais, on a plusieurs possibilités, en vrai dire. On a plusieurs possibilités. Vous avez raison. On a voilà, bien sûr, on peut dire voilà. On peut même dire prends, prends-le, prends ça, prenez, prenez ça, etc., pour être poli. On a ce que vous avez écrit aussi, tout le monde. On a tiens, ou pour être poli, on a tenez. On peut dire tiens, ou pour plusieurs personnes, ou pour être poli en français, on peut dire tenez. Ok. Quelle est la connexion de cette question avec l'étymologie incroyable dont je vais vous parler? En fait, c'est lié à un sport. Regardez, je vais vous parler du jeu de paume. Le jeu de paume, c'est un vieux sport qui n'existe plus, mais qui était pratiqué pendant longtemps, de la fin de l'Antiquité en Europe. Au Moyen-Âge, c'était un sport qui était beaucoup pratiqué dans beaucoup d'endroits en Europe, plusieurs endroits, et en France aussi. Le jeu de paume. Le jeu de paume, c'est un nom un peu bizarre. Vous avez le nom paume, la paume, qui en polonais normalement veut dire dłoń, si je ne me trompe pas. Donc c'est parti, la paume. Vous comprenez? Vous voyez l'illustration, c'est l'ancêtre du tennis. C'est le sport avant le tennis. Ok, au jeu de paume, donc d'abord on utilisait la paume et après on utilisait des raquettes. Ok, ça c'est au Moyen Âge. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Au XIIIe ou au XIVe siècle, il y a vous savez, donc il y a une connexion assez importante entre l'Angleterre, la France, le Royaume de France, le Royaume d'Angleterre. Il y a des Anglais qui sont en France qui voient ce sport et qui vont emmener ce sport en Angleterre. Ils découvrent ce sport en France, ils amènent le sport en Angleterre. Qu'est-ce qu'il se passe? En fait, avant, dans le sport, quand on envoie la balle, okay, on commence avec la balle, on l'envoie, eh bien, on disait quelque chose avant, dans le jeu de paume. On disait quelque chose. On ne disait pas tiens, mais on disait tenez, pour être poli. On était poli, bien sûr. Vous avez peut-être compris la chose. En fait, les Anglais ont continué à utiliser ce mot. Les Anglais ont continué à utiliser ce mot. Et avec le temps, donc quand ils envoyaient la balle, en fait, le mot tenez a changé. Et avec le temps, tenez est devenu tennis. Exactement. Donc c'est tennis. Le mot tennis, ça vient du français tenez. Et peut-être que c'est incroyable pour vous. Je trouve que c'est une anecdote vraiment incroyable, presque, oui, qu'on ne peut pas croire. Mais vraiment, si vous regardez encore, vous pouvez voir vous-même, c'est des sources assez faciles, beaucoup de sources qui expliquent que ça vient du mot tenez. Ça vient du mot tenez, ici. Donc voilà pour ce sport. Exactement, on a aussi la paume, palm en anglais, donc peut-être que c'est le même, peut-être aussi que c'est une origine commune ici. Donc on a ça. Voilà pour ce sport. Voilà, encore une fois, si vous voulez des petites précisions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans le chat. On continue ici avec un autre truc assez intéressant, un peu quelque chose d'un peu, on va dire, bizarre. Cette plante. Alors, est-ce que vous connaissez le nom de cette plante en français? Exactement, Alexandra, pissenlit. C'est un pissenlit. Voilà, vous connaissez. Bravo, bravo à vous pour ce vocabulaire. C'est un pissenlit. Alors, première chose intéressante, un peu bizarre, mais le nom de cette fleur a un sens. Pissenlit, ça veut littéralement dire cette chose en français. Ça veut dire, donc, je crois en polonais c'est ça, j'espère que vous comprenez, posikacz do łóżka. Voilà, ça veut littéralement dire ça.
Pourquoi? Parce que avant, à l'époque, c'était une plante qui était utilisée pour les personnes qui avaient des problèmes pour uriner, problèmes pour pisser, vous comprenez? Attention, c'est un mot un peu familier. Ok, c'était quelque chose qui était utilisé, et donc beaucoup, les gens qui prenaient cette plante, qui consommaient cette plante, urinaient beaucoup. Voilà pourquoi cette plante s'appelle comme ça. Mais une chose qui est assez intéressante. Une autre chose, donc la connexion avec le français et l'anglais, vous allez voir. C'est intéressant. Est-ce que vous connaissez le nom de cette plante dans d'autres langues? Donc, bien sûr, en polonais, je crois que c'est mniech. Vous connaissez peut-être le nom de cette plante dans d'autres... Sophia connaît en anglais, super. Vous avez une idée peut-être pour d'autres langues? Voilà, c'est un vocabulaire un peu spécifique, mais... J'attends juste qu'il y a une personne qui écrit, j'attends la fin, j'attends la réponse de cette personne. Après, je vais expliquer. Alors, j'y vais, après je vais lire la réponse, mais Sophie a raison, en anglais on a ce mot. Odovanchik, en russe. Ok, ça marche, on a aussi ça. Sophia, merci. Pour les autres langues, pour les autres langues européennes, vous avez cette chose qui est assez intéressante. Donc, littéralement, en français, je fais la traduction en français, c'est et en polonais c'est mniszek, pardon, mniszek. Dans beaucoup d'autres langues, vous voyez, vous avez des exemples, c'est littéralement en français, on va dire une dent de lion. Donc une dent et le lion, l'animal. Donc c'est la traduction littérale en allemand, donc le Löwenzahn, j'espère que je prononce bien, en espagnol, diente de león, etc. etc. Bah, vous avez remarqué peut-être, mais en anglais, cette chose, donc comme a dit Sophia, dandelion, bah, en fait, c'est le mot français, en fait. C'est une dent de lion, dandelion. C'est juste l'orthographe qui a été anglicisée, mais à la base, c'est ça, c'est le sens de ce mot, une dent de lion en français. Ici. C'est le mot. Donc le mot anglais est toujours utilisé, d'accord? C'est toujours le mot commun qu'on utilise, mais en France, alors apparemment en Suisse, dans certaines parties de Suisse, on dit encore dent de lion, peut-être. Mais en France, personne ne connaît, plus personne n'utilise ce mot pour parler de cette fleur. Tout le monde utilise ce mot un peu rigolo, pissenlit, ici. Ça marche. Alors, voilà, je vais accélérer. Je vais finir vraiment avec encore on va dire deux histoires un peu intéressantes. Et une dernière histoire vraiment très intéressante, celle-là, je l'adore. Et après, je vais être très rapide. Malheureusement, je n'ai pas le temps de tout faire. Après, je vais être très rapide avec euh, les Zambelva, exactement. Chili Zambelva. Zambelva, exactement. Zambelva en polonais, je pense, c'est ça. Alors, regardez, rapidement, quelques petites choses. Ici, très rapidement aussi, des origines de mots assez intéressantes. D'abord, vous connaissez les mots en anglais jeans, donc, pardon, excuse-moi. Ok. L'habit, donc le jeans, ok. Denim, ok. C'est bizarre, mais en fait, ces mots ont normalement des origines françaises. Denim, c'est plus sûr, mais jeans, c'est un peu plus difficile d'être sûr. Mais c'est une théorie. Regardez, jeans, pourquoi jeans a une origine française? En fait, ça vient de la théorie plausible. Donc, c'est un mot voilà, qui a été popularisé par les Américains, d'accord? Ils l'utilisaient pour parler de la matière de l'habit, d'accord? Ils l'utilisaient pour parler d'une matière qui a été utilisée à la base, originellement, qui a été produite dans la ville en Italie de Genova, ok? Jeans, Genova, ok, c'est bizarre de voir la connexion. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça ne vient pas littéralement de la prononciation italienne de cette ville, mais plutôt de la prononciation ou de l'écriture française de cette ville. Si vous regardez l'écriture française, en France, Genova, on l'appelle Gênes. Gênes.
ici. La théorie veut que c'est l'écriture française prononcée à l'anglaise, à l'américaine, qui a été utilisée pour parler donc de la matière et après de la vie. Pareil pour denim. Pareil, c'est la matière. Ça, c'est plus sûr. Les gens ont plus de sources, donc les théories sont plus sûres par rapport à ça. Ça vient littéralement, en fait, il parle de la matière qui était créée dans un endroit pas très loin de Gênes, qui était créée dans la ville de Nîmes. Donc, de Nîmes, en fait, c'est littéralement de la ville de Nîmes, ici. Voilà pour ça. D'autres petits éléments qui sont un peu rigolos rapidement pour des villes. Vous avez la ville en anglais, donc en anglais américain, donc prononciation Detroit. Ça vient donc du mot français détroit, un détroit. Et tout, c'est assez clair parce que la ville est littéralement située sur un détroit. Donc détroit en polonais c'est Ciecznina. Okay, donc la ville s'appelle en fait Détroit parce qu'elle est littéralement sur un détroit ici en français. Autre chose assez intéressante, vous connaissez la ville de prononciation française Montréal. C'est la déformation du mot Mont-Royal. Mont-Royal. Mont-Royal, donc le mont, c'est une petite colline. C'est une petite colline. Okay, et royal, l'adjectif royal. Si vous connaissez un peu la ville de Montréal, il y a une petite colline, d'accord? C'est un peu surélevé, d'accord? Et c'est pour ça qu'à l'époque, on l'appelait le Mont-Royal. Avec le temps, la prononciation a changé. Et donc, aujourd'hui, c'est Montréal. J'espère que je ne suis pas trop rapide. Je vais finir avec une dernière histoire assez incroyable. Elle n'est pas exactement liée à la langue, mais elle est assez incroyable. C'est une histoire qui est liée à l'histoire entre la France et le Royaume-Uni, l'Angleterre. C'est une histoire que j'adore. Ok, c'est presque un bonus. C'est pas vraiment lié à la langue, mais regardez. Ici. Ça commence au XVIIe siècle. Il y a un roi français qui a un problème, un grave problème, un problème assez douloureux. Je vais vous l'expliquer. En fait, l'histoire dont je vais vous parler, c'est l'origine de l'hymne britannique. Comment l'hymne britannique, vous savez, God Save the Queen, comment elle est apparue. Comment elle est apparue. Eh bien, ça commence avec un roi, le roi Louis XIV, Saint Louis, qui a un problème de santé, un grave problème de santé. Regardez, je ne vais pas le prononcer en polonais, si vous pouvez le lire, c'est super. Donc il a une fistule anale. Ok. C'est un problème assez grave, j'imagine surtout à cette époque, c'est un problème assez grave. Et l'état de ce roi s'aggrave. D'accord. L'état de santé de ce roi s'aggrave. J'espère que la traduction polonaise est assez claire. J'ai regardé sur Wikipédia, normalement c'est ça. J'espère. Voilà. Le roi a ce problème de santé, d'accord, et il doit être opéré. Il doit avoir une opération chirurgicale, une opération de chirurgie. Okay. C'est une opération grave, une opération dangereuse. Donc, son chirurgien, à l'époque, c'était un barbier chirurgien. Son chirurgien s'entraîne et il va bientôt y avoir l'opération de chirurgie. C'est une opération grave. Peut-être que le roi peut mourir. Okay, mourir d'une fistule anale, c'est un peu triste quand même pour un roi, pour Saint Louis. Donc, il y a une grande préparation. Qu'est-ce qu'il y a comme préparation? Eh bien, à l'époque, bien sûr, on a cette chose. Pour soutenir le roi, la femme du roi demande à un compositeur, on va dire le compositeur officiel de la cour du roi, de créer une mélodie. Okay. Cette mélodie, cette mélodie, cet air, comme on dit en français, un air, une mélodie, va être jouée en l'honneur du roi pendant l'opération. L'opération est un succès, le roi survit et cette mélodie va être jouée plusieurs autres fois pendant certains événements et certains déplacements futurs du roi après l'opération. Eh bien, cette mélodie, vous avez peut-être compris, mais cette mélodie, en fait, c'est la base, donc sans les mots bien sûr,
sans les paroles, mais c'est la base de l'hymne actuel du Royaume-Uni. C'est l'hymne actuel du pays. C'est la même mélodie. Comment cet hymne est arrivé dans la monarchie britannique? Il y a plusieurs théories, encore une fois. Ici, j'ai noté une des théories, c'est tout simplement qu'un compositeur officiel du roi britannique a entendu, je vous ai dit que l'hymne était joué dans plusieurs déplacements, a entendu cet hymne et l'a ramené en Angleterre, d'accord? Mais c'est ça. Donc, c'est assez intéressant, c'est assez incroyable, je trouve. On peut en fait dire, on a cette chose, cette connexion qu'on peut faire. En fait, l'hymne encore actuel du Royaume-Uni est lié, on va dire, à la fistule anale d'un roi français. Okay, elle est liée aux fesses, on va dire, d'un roi français. Ça, c'est assez intéressant. Et peut-être pour vous, encore une fois, c'est incroyable, mais c'est quelque chose d'assez documenté. Vous pouvez, pareil, le retrouver beaucoup plus facilement, je pense, dans les médias français, mais vous pouvez, bien sûr, le vérifier, ce genre de choses. Regardez, malheureusement, j'ai encore beaucoup de diapos et j'ai pas le temps de tout vous montrer. Je vais être assez rapide juste pour finir. Je vais juste vous donner quelques petits éléments. On va finir rapidement juste avec, ici, les anglicismes. On a parlé beaucoup de l'influence du français sur l'anglais, mais maintenant, actuellement, bien sûr, avec l'influence américaine, il y a beaucoup d'anglicismes qui sont utilisés. Une première chose qui est intéressante, je vais être rapide, encore quelques minutes. Une première chose qui est intéressante, c'est cette chose, le Québec. Le Québec, vous savez, on a parlé de Montréal, l'endroit au Canada où on parle français. Le Québec est un endroit intéressant pour la langue parce que c'est un endroit qui est entouré de régions où on parle anglais et aussi entouré de l'Amérique, donc la superpuissance culturelle où on parle anglais, bien sûr. Donc, les autorités, les régulations, la réglementation essayent de protéger le français un maximum. Voilà. Il y a des anglicismes qu'on utilise en France, dans francophonie européenne, qui ne sont pas utilisés au Québec. D'accord? Par exemple, en France, on va parler du mot week-end, comme en polonais. D'accord? C'est un mot naturel qu'on va utiliser sans aucun problème. Eux, ils vont parler toujours de fin de semaine. Week-end, normalement, ne se dit pas. Mais il y a, vous voyez ici dans ce petit mème, il y a des mots en anglais qu'on n'utilise pas en français. Par exemple, le mot job n'est pas vraiment utilisé en français. Bien sûr, on a beaucoup de variantes pour le mot travail, mais ce mot n'est pas utilisé. Ok, une chose qui est intéressante, là vous avez aussi d'autres choses en québécois, vous avez divulgaché pour spoiler, vous avez magasiné pour faire du shopping, vous avez service au volant pour drive-in ou drive-through. Une petite chose qui est assez intéressante, c'est que même si deux petites choses, vous voyez, vous avez une image ici, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, une image d'un paquet de Coca-Cola ou Coke. Donc, il y a des réglementations. Les entreprises doivent faire attention, s'ils veulent vendre des choses, ils doivent faire attention à la langue française. Vous avez par exemple un exemple ici donc, de l'entreprise Coca-Cola, Coke. Si elle veut vendre des choses en Québec, bien sûr, ils gardent le nom original, Coke, mais ils doivent changer d'autres petits mots en anglais. En France, vous allez avoir un Coca-Cola donc light, utilise le mot light. Au Québec, vous allez avoir Coke Diet, le mot diète, ici, qui est utilisé. Et ça marche avec plein de petits éléments au Québec. Mais d'un autre côté, une sorte de petit paradoxe, c'est vraiment un paradoxe typiquement québécois, il y a beaucoup de protection de la langue, mais dans la langue que parlent les gens dans la rue, dans le québécois courant, eh bien, il y a beaucoup d'anglicismes aussi qui sont utilisés. Là, vous avez un exemple, j'espère qu'on peut voir, je ne suis pas très sûr, mais par exemple, les Québécois vont dire cute à la place de mignon en français. Ils vont utiliser fan, vous savez, pour la machine qui produit le vent, le ventilateur en français. Ils vont dire party à la place de fête en français, etc., etc. Plein de choses qui sont intéressantes. On va finir avec un dernier élément pour les anglicismes, c'est celui-là. Je vais aussi vous poser une question avant de finir.
Les anglicismes, on les trouve, c'est comme du jargon, c'est-à-dire on a des mots qui sont utilisés par certaines générations, donc en général par les plus jeunes en France, en francophonie européenne. Mais il y a un jargon de bureau, un jargon de travail, où il y a beaucoup d'anglicismes qui existent. Dans, on va dire, le travail de bureau, le travail, voilà, le travail de bureau, le travail dans le marketing, etc., etc., il y a beaucoup d'anglicismes qui existent. On a plein de choses qui s'utilisent. On a corporate, on a ASAP pour ASAP, brief, débriefé. Des fois, on a des mots qui ont changé de sens. On a printé pour imprimer à la place d'imprimer. Donc, voilà, vous avez cette chose qui existe dans le jargon du travail. Je voulais juste vous demander, dernière petite question, est-ce que en Pologne, ça existe aussi des anglicismes qui sont beaucoup plus utilisés dans un certain, dans le travail. Deadline est utilisé, Eleonora, Alexandra, bien sûr. OK. Donc en France, c'est vraiment dans un peu certaines sphères du travail liées au marketing ou dans les services financiers, ce genre de choses. Donc voilà, c'est assez intéressant. Deadline, vous avez peut-être une idée un autre exemple? Social media, il est aussi utilisé, ouais. Pareil, c'est aussi un mot je pense qu'on pourrait l'utiliser aussi dans certains contextes en meeting, bien sûr. Ce mot, il est aussi utilisé, c'est ça, exactement. Donc, on n'a pas réunion, on a meeting, call, exactement, on l'utilise aussi. Donc, dans ce genre de sphère, exactement. En français, on va dire RH. On regarde ressources humaines, on met RH. Le lunch, très bien. Le lunch, très bien. Je me demande si vous le changez avec les mots. Est-ce que vous dites, par exemple, dużo lunchów, dużo kolów, dużo teamów? Manager, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Plein de mots ici liés à ça. Alors voilà, écoutez, malheureusement, on n'a pas le temps de voir les autres petits éléments, mais peut-être qu'on pourra le faire pour un autre webinaire. Voilà pour ces petites explications, pour ce lien entre le français et l'anglais. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes. J'espère vraiment que c'était intéressant. J'ai beaucoup, moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. C'était vraiment intéressant pour moi. Je pense que vous pouvez trouver différents éléments sur Internet facilement. Si vous allez les sites en français, vous allez vraiment trouver, je pense, l'étymologie assez facilement. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir participé. C'est un plaisir, comme d'habitude, de parler et d'avoir des réponses dans le chat. C'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable. Merci beaucoup. Merci, merci. Passez un excellent week-end et j'espère vous voir peut-être bientôt à l'école. Qui sait? Voilà. Au revoir. Bonne journée.